Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Épisode où je vais commencer par me plaindre. Me plaindre d'un truc. En fait, aujourd'hui, avec Internet, avec Amazon, avec tous ces trucs, c'est relativement simple d'écrire, de publier un livre, et dans un temps plutôt record. Je m'explique. Bon, bien sûr, faut savoir écrire. Enfin, faut savoir écrire. Faut savoir se mettre à écrire. Après, on peut être comme moi, faire des fautes dans le texte et puis le faire corriger ou se relire, etc. Pour pondre un truc correct au niveau de l'orthographe, de la grammaire et de la syntaxe. Mais ça devient quand même relativement facile par rapport à avant où si on voulait publier un bouquin, il fallait avoir son éditeur, c'était quand même le parcours du combattant. Bref, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je me suis retrouvé, alors je citerai pas parce que j'ai pas envie de créer la polémique et j'aime pas cracher sur le travail des autres. Enfin, j'aime pas pointer du doigt le mauvais travail des autres, que je juge mauvais, qui n'est peut-être pas mauvais, mais moi je juge mauvais en fait. Enfin, mauvais. Il y a un gros travail dans ce que dans le bouquin que j'ai lu, que je n'ai pas apprécié. Il y a eu un gros travail derrière et ça je le reconnais. Donc respect pour ça, il y a eu un gros travail. Mais par contre, le message, malheureusement, il fait que suivre un petit peu la pensée de la télévision et tous ces trucs-là sur la nourriture. Donc je vais rentrer un peu plus dans le sujet. J'ai récemment regardé un reportage, je sais plus si c'était sur Netflix ou à la télé, enfin bon bref, et je regarde jamais la télé, mais des fois en replay, je me regarde un reportage parce que un de mes potes me dit tiens ça c'est pour toi, regarde. Et par curiosité, des fois, il y a des intervenants ou des personnes qui interviewent ou autres, et je dis, tiens, la personne a l'air intéressante, je vais regarder un petit peu son parcours, et je vois que la personne a écrit un livre, donc par curiosité, je m'intéresse un peu au bouquin. Donc comme tu le sais, enfin comme vous le savez tous, je lis beaucoup sur Kindle. Et j'ai déjà expliqué pourquoi, parce que je peux prendre des notes, c'est très rapide, et que je lis beaucoup plus finalement depuis que j'ai mon Kindle qu'avant. Et donc, on a la chance avec Amazon Kindle de pouvoir envoyer des échantillons. Le problème, c'est que dans l'échantillon, je me suis dit, bon, bah, son discours a l'air plutôt cohérent, la personne se plaignait un petit peu de tous les régimes à la mode, de tous ces trucs-là, au niveau de la nutrition, qu'il y avait beaucoup de gens qui envoyaient un peu au casse-pipe les autres, etc. Et que lui avait finalement réussi à trouver son équilibre dans une certaine façon de voir les choses. Donc tout le livre n'est pas pourri, mais moi, par contre, j'ai dépensé quand même 14,99 pour ce bouquin. Donc je vais pas dire que je les ai perdus. Je les ai pas perdus puisque je suis en train de faire ce podcast. Donc ça m'a quand même donné l'occasion d'en faire du contenu. Mais par rapport à ça, je me rends compte que finalement n'importe qui peut écrire un bouquin. Même une personne fortement scientifique peut écrire un bouquin. Et moi, la conclusion que j'ai par rapport à... Enfin, fortement scientifique, ça veut rien dire, en plus, ce que je viens de dire. Une personne qui a juste une façon d'approcher les choses et de traiter les choses de manière scientifique, c'est-à-dire... c'est pas une personne qui va se dire... je sais pas moi, j'ai observé chez 50 de mes amis qu'aucun ne prenait du gras s'il mangeait du blanc de poulet, donc le blanc de poulet ne fait pas grossir. C'est pas ce genre de science-là à deux balles, c'est la science, on va dire, un petit peu plus poussée, hein, dans les labos, avec des études de terrain, enfin des trucs un petit peu plus concrètes. Bref, moi, ce que j'ai comme problème par rapport à ça, c'est que ça reste un extrême. Ce genre de littérature reste dans l'extrême, c'est-à-dire l'extrême scientifique. Et donc, ça peut servir de piste à des personnes de terrain. Je m'explique. Ça peut servir de piste à des personnes qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'une approche scientifique pour confirmer ou juste pour voir ce qui se dit ailleurs que sur le terrain. Alors quand j'entends le terrain, c'est par exemple s'il y a un mec qui fait à fond de muscu ou à fond de vélo ou à fond de je sais pas trop quoi comme sport, il a sa propre expérience, son propre vécu, sa propre progression, donc sa propre analyse de comment fonctionne son sport. Et donc il va se tourner vers la science à un moment donné pour voir un petit peu globalement les différences, les grandes tendances, etc. Et moi, un bouquin qui est purement rédigé par une personne qui est que dans un seul domaine, c'est-à-dire ou 100% le terrain ou 100% l'approche scientifique, ça peut pas sortir quelque chose de bien. Enfin, ça peut pas, c'est pas quelque chose de complet. C'est-à-dire qu'on aura une partie
du gâteau, mais il nous manque la cerise, quoi. Et à l'inverse, une personne de terrain sans la recherche, c'est une personne qui, admettons, en fait, elle va juste apposer son propre vécu et sa propre expérience et essayer de l'appliquer à toutes les autres personnes. Une personne va lui dire comment on sèche, elle va lui dire enlève les glucides, point. Une personne qui a été maigre toute sa vie et qui a eu du mal à prendre de la masse musculaire, donc il va bouffer comme un goré, il va s'entraîner, etc. Et puis une personne un jour va venir le voir, comment on fait pour faire ça ? Moi j'ai bouffé 5000 calories par jour et je me suis entraîné comme un porc. Il aura une approche 100% terrain par rapport à sa vision de sa progression à lui, et du coup c'est un peu faussé parce que, comme on le sait, les individus sont tous extrêmement différents. Enfin, extrêmement non. Ils sont minimement, ça se dit pas, mais ils sont un petit peu différents. Mais ces petites différences prennent des proportions assez grandes au niveau de la longueur de l'arrivée des résultats. Voilà, pour faire une phrase qui est un peu chiante à entendre. Donc voilà, tout ça pour dire, c'était la première partie du podcast, hein, vous inquiétez pas, ça va devenir intéressant maintenant. Tout ça pour dire que voilà, il y a des livres de merde qui sont de merde, c'est-à-dire pas forcément pour tout le monde, mais qui sont quand même bien présents. Donc malheureusement pour une personne qui n'y connaît rien et qui tombe directement sur un bouquin comme ça, ça peut se transformer ce bonhomme-là en pseudo-scientifique accro aux commentaires YouTube, etc., quoi. Bref, ne pas oublier aussi que toute cette littérature, toute cette théorie, etc., elle sert à rien derrière un pseudo et derrière un avatar de Dragon Ball Z, quoi. Hein. À un moment donné, tu vois, plus t'en sais, et j'ai l'impression, les plus gros scientifiques d'internet sous les vidéos YouTube et tout ça là, c'est souvent les mecs qui ont des physiques les plus pourris. Je sais pas, c'est peut-être les mêmes qui sont passionnés par le foot avec une binouse et un gros bide, mais c'est étrange. On a un autre, c'est des supporters comme des autres, hein, mais comme les autres, mais visiblement j'ai remarqué que plus les mecs débattent et sont à fond comme ça dans la science et tous ces trucs là, et moins ils ont un physique qui ressemble à ce qu'ils avancent. Bref, on s'arrête là. C'est bon, j'ai fini de dévoiler, de décharger sur ma petite erreur par rapport à un bouquin que j'ai acheté. Et c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à prendre un petit peu plus de temps à me renseigner sur l'auteur. Deuxième point du podcast, là par contre on va parler d'une putain de perle. Le bouquin Système 1, Système 2. De Daniel Kahneman. Alors le gars, il est prix Nobel. Alors il est psy, je crois. Attends, merde, j'aurais dû préparer mes notes. Je sais plus ce qu'il est exactement. Je vais regarder en même temps, mais il est dans le, je sais pas si c'est un psychologue ou un psychiatre ou, attends, le gars, Daniel Kahneman, voilà. Je suis désolé là pour le podcast, ça fait pas super fluide. Il est psychologue. Voilà. Et en fait, alors, là, je me sers de Wikipédia, je l'ai en live. Daniel Kahneman est un psychologue et économiste américo-israélien, professeur à l'université de Princeton, lauréat du prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux fondateurs sur la théorie des perspectives, base de la finance comportementale. Bon, bref, on s'en fout. Moi, ce que je voulais dire, c'est que son livre est juste génial. Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, c'est vraiment un livre de fou. Par rapport à... Bon, après, les gens, ils vont... Chacun il trouvera son compte ou pas. Hein. Moi, je trouve que c'est relativement intéressant parce que le bouquin explique... alors déjà, je vais en faire plusieurs parties parce que c'est pas possible de faire un podcast en parlant de tout le livre en un podcast. C'est impossible. Donc ça sera pas plusieurs parties d'affilée, mais ça va revenir, parce que moi je lis des choses et puis les ponts, en fait les jonctions entre ce que je lis et ce que je sais déjà et comment l'appliquer dans mon style de vie, fitness, muscu, etc. Ça vient pas tout de suite. Et il faut le temps que les connexions neuronales se fassent et que boum, je trouve quelque chose. Mais là, on va parler quelques trucs, c'est que finalement, système 1, système 2, ça veut dire quoi ? C'est que système 1, c'est ta situation de confort, en fait, tout ce que tu fais en automatique dans ta vie, où tu n'as pas besoin de réflexion, où tu as ta propre... je sais pas comment expliquer ça, tu as directement la réponse à la question quand on te la pose.
Tu vois, t'es tellement habitué, c'est tellement une zone de confort pour toi que boum, on te dit un truc et hop, tu sautes sur l'occasion et enfin, tu réponds assez rapidement. Tu as dû t'en rendre compte parce que des fois, quand tu es dans cet état-là, tu te dis putain, mais je me suis trompé, mais quelle erreur à la con, j'aurais dû me relire. Et bien en fait, cet état à la con, c'est le système 1, et le j'aurais dû me relire, c'est le système 2, qui lui demande de la réflexion, de l'énergie, et qui est super feignant en fait, qui s'active pas en permanence. Parce qu'admettons, à chaque fois que tu irais te brosser les dents, une tâche automatique, tu serais obligé de faire appel à ton système 2, tu te brosses les dents, il faut que tu ailles faire une sieste après, quoi, parce que ça t'a épuisé, c'est la première... En fait, c'est comme si c'était la première fois, tu vois, que tu te brossais les dents. Il n'y a rien d'automatique. Bref, là, je vais te donner quelques citations. Plus on se familiarise avec une tâche, moins elle est gourmande en énergie. Donc là, ça revient à l'idée de la brosse à dents. Mais à tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que si tu t'habitues tous les jours à faire... alors là, tu vois, si je te mets une liste de multiplication à faire d'entrée de jeu, ça va te saouler. Tu vas un peu réfléchir et tout, mais ça va te saouler parce qu'on est dans le monde d'Internet et des iPhones et tous ces trucs-là. Donc tu sors ta calculette, tu fais tes multiplications directement comme ça. Mais là, si je te demande de la poser, ça va un petit peu te saouler. Donc tu fais appel à ton système 2, celui qui consomme beaucoup d'énergie. Mais si tous les matins, pendant ton petit déjeuner, je te mets les multiplications, au bout d'un moment, ça va devenir plus facile, donc plus économe en énergie. Donc là, je t'ai donné un cas facile, mais tu peux l'appliquer dans plein de choses de ta vie. Qu'est-ce qui, pour toi, est difficile aujourd'hui ? Je ne sais pas, par exemple, aller à la salle d'entraînement. Aller à la salle de sport, ça te demande un violent effort de motivation, ne serait-ce que de slider de ton canapé au fauteuil de ta bagnole ou quoi pour aller jusqu'à la salle d'entraînement. Et ben, plus tu vas te familiariser avec cet état-là, enfin avec cette tâche-là, plus tu vas la répéter, plus elle va devenir économe en énergie. Et moins tu vas le faire, plus ça sera rare, plus ça sera gourmand en énergie parce que ton système 2 va s'activer. Alors, nouvelle citation, hein. Jongler d'une tâche à l'autre dans un temps limité demande beaucoup d'efforts. Fin de citation. Ça, c'est vrai, et on a plus... Pas mal de personnes comme toi et moi ont pu le remarquer. Par exemple, quand tu es sur YouTube, tu vas te mettre à regarder une certaine vidéo de quelqu'un, j'en sais rien, de ton... Comment on dit ? De ton YouTuber, pardon, j'avais un trou là. De ton YouTuber préféré. Et puis tu vas slider, tu vas regarder une autre vidéo, puis tu vas slider, tu vas faire tes courses en ligne, puis tu vas slider, tu vas, je sais pas, aller regarder sur Facebook, etc. Ben, tu vois, ces petites tâches, ce petit saut de tâches dans un court laps de temps demande beaucoup d'efforts à ton cerveau. Parce qu'en fait, il commence à lancer à tout un process par rapport à ce que tu es en train de faire au niveau cérébral, et d'un coup, tu lui casses sa routine, et boum, tu l'envoies sur autre chose. Alors déjà c'est pour ça qu'on a assez peu d'attention. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes d'attention et de concentration. Il y a très peu de personnes, et en général, même chez les étudiants, ça a été remarqué, ça. D'ailleurs, c'était une conférence que j'avais regardée de... Qui c'est qui faisait cette conférence ? Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai des problèmes de mémoire. Mais en tout cas, c'est une personne qui disait que ses élèves... Alors, c'était Étienne Klein, voilà. Étienne Klein expliquait que... Actuellement, il remarquait que ses élèves avaient de plus en plus de mal à lire des ouvrages et que c'était beaucoup plus difficile pour eux aujourd'hui de lire un livre qu'il y a quelque temps. Il disait également que les chercheurs avant, quand ils étaient sur un travail, sur une tâche, sur une recherche particulière, ils allaient s'enfermer pendant un certain nombre de temps que là-dessus. Ils n'allaient pas être perturbés par les notifications, les emails, toute cette influence virtuelle qu'on a aujourd'hui. Et donc, tous ces trucs-là, forcément, ça fait baisser un petit peu le niveau de concentration et d'attention, donc forcément la productivité. Et en plus de ça, ça te bouffe de l'énergie, parce que quand tu es à fond dans quelque chose, et encore une fois, je vais te le ramener à la muscu. Là, les gens qui aiment bien les podcasts longs, ils vont être contents, parce que là, je fais que de parler depuis tout à l'heure, j'ai du temps en plus, donc je me régale. Donc imagine, tu vois, quand tu es à la salle de sport, tu vois, tu es à la salle de sport, ou tu es en train de faire ton sport, tu es à fond dans ta séance, mais vraiment au taquet, tu vois, tu ressens les muscles bosser, tu es sur tes temps de repos et tout, tu sais, tu es à fond. Et là, tu reçois un appel téléphonique d'une personne à qui tu n'as pas envie de parler, ou alors pire, d'une administration ou quoi qui te laisse un message et qui te dit en gros, rappelez-moi, c'est urgent, il y a un problème et tout. Et bien là, ce petit appel-là, cette notification qui est venue s'introduire dans ton niveau de concentration à 2000% pour ta séance de muscu, et bien cette petite information de merde vient de te pourrir ta séance.
parce qu'elle vient de faire sauter ton esprit d'une tâche à une autre. Du coup, ça t'a épuisé et t'es plus dans le flow, quoi. T'es plus dans le bain. Donc, jongler d'une tâche à l'autre dans un temps limité demande beaucoup d'efforts. Donc, à l'entraînement, on a besoin de ressources. Si on nique son effort, on nique son énergie à faire sa série, aller sur Instagram, faire sa série, aller sur Facebook, faire sa série, faire ses courses, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et des fois, j'en vois des mecs qui sont à la salle, ils sont en train de gérer leur business en même temps au téléphone, en train d'appeler, je sais pas, les commerciaux, les machins. Tu les vois, ces gars-là, ils sont pas à défoncer les barres, quoi. Puis ils ont pas le physique qui va avec, d'ailleurs. C'est pour ça, bon, après, ils sont peut-être là juste pour, j'en sais rien, hein, je critique pas. Mais s'ils ont pour but de se développer et d'être au mieux de leur forme, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Point. Après, ils font peut-être ça juste pour passer le temps et faire circuler le sang. Voilà. J'ai pas envie de me faire détester par trop de monde non plus. Alors, autre citation, le système nerveux consomme plus de glucose que les autres organes du corps humain. Une activité mentale difficile coûte très cher en glucose. Alors, avant de démarrer ce point-là, je tiens à préciser qu'au moment où tu écouteras ce podcast, ma formation qui s'appelle Système nerveux, ATP, glucose, choline et créatine, je crois, ou un truc comme ça, parle précisément de ce que je viens de te dire là. C'est-à-dire le système nerveux consomme plus de glucose que les autres organes du corps humain, une activité mentale difficile coûte très cher en glucose. Et moi, dans cette formation, j'explique point par point, pour aller plus loin, parce que j'ai aussi conjugué ça avec de la recherche sur le sport, comment améliorer la relation neuromusculaire, tu sais, la transmission de messages entre ton cerveau et tes muscles pour que tu t'envoies plus d'influx nerveux. Comment optimiser ça? Par l'alimentation, par plein de choses en fait. Et pourquoi le glucose est important pour le système nerveux, alors que finalement pendant la séance d'entraînement, on parle beaucoup de glucose pour le glycogène. Mais là, il te dit quoi? Le système nerveux consomme plus de glucose que les autres organes du corps humain. Répète-toi bien ça longtemps dans ta tête, et tu te rendras compte d'une chose, c'est que pour la force, à la muscu, le système nerveux est quand même, on dit souvent, je suis épuisé nerveusement. Tu vois, on ne dit pas je suis épuisé glycogéniquement, tu vois. Non, on dit je suis épuisé nerveusement. Et on se rend compte que le glucose a quand même un rôle. Enfin, on s'en rend pas compte. On le voit pas, personne le dit en fait. Je vois personne qui dit pendant la séance le glucose te sert à ton glycogène, mais aussi à ton système nerveux. Bon, moi je te le dis là parce que maintenant je le sais. Et puis en recherchant dans divers ouvrages et puis par rapport à celui-là, enfin avec toutes les recherches que j'ai faites, j'en suis venu à cette conclusion. Le glucose a un rôle assez important au niveau du système nerveux, et particulièrement chez le sportif de force. Enfin, quand je dis de force, c'est un sportif qui va utiliser des charges additionnelles pour s'entraîner, quoi. Rugbyman. La muscu, enfin tous ces sports, enfin le rugbyman parce qu'il se prépare avec des résistances, hein. Football américain, enfin tous ces sports là, quoi. Donc voilà, je te laisse avec ça par rapport au glucose. On continue le podcast évidemment, mais par rapport à la formation, tu peux aller voir, je te mets le lien en description. Tu vas voir dans le podcast, j'ai mis ça. Alors, autre citation, le fait de penser comme un vieux vous fera vous tenir comme un vieux. Ça s'appelle l'effet idéomoteur. En fait, là, l'étude était relativement intéressante. De mémoire, alors peut-être que je me trompe sur les termes exacts de l'étude qui avait été faite, mais ils avaient regardé... En fait, ils avaient pris un groupe témoin et un groupe pas témoin. Enfin, un groupe test et un groupe témoin. Voilà. Je ne suis pas scientifique, désolé, je ne connais pas exactement tous les termes. Donc, ils avaient pris un groupe test et un groupe témoin. Il leur avait fait voir un certain nombre de mots à ces gens-là. Et ces mots, il y avait des mots qui faisaient penser à la vieillesse et d'autres mots qui faisaient penser, et des mots qui faisaient penser à autre chose. Pour le groupe test. Pour le groupe test, les mots faisaient penser à la vieillesse, et pour le groupe témoin, les mots faisaient penser à autre chose que la vieillesse. Et donc, ils ont observé non pas comment ils interprétaient les mots, parce qu'ils savaient comment ils allaient les interpréter à l'avance, mais par contre, ils ont observé leurs mouvements après la séance, où ils ont visualisé ces mots-là. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient pensé à des choses qui ramènent à la vieillesse traînaient un peu la patte après l'expérience. C'est-à-dire qu'ils observaient leur démarche et tout, ils traînaient un peu la patte. C'est-à-dire que si tu penses comme un vieux, en gros, hein,
Si tu penses vieillesse, maison de retraite, je sais pas, maison au bord du lac pour finir tes vieux jours, le tarot, les trucs comme ça, eh ben tu vas te comporter dans tes mouvements et tout un petit peu comme un vieux. Alors tu vois, moi ça se trouve là, le fait d'en parler, j'ai un petit peu ralenti ma vitesse de parole, sans m'en rendre compte. C'est système 1 là qui parle, c'est pas système 2. C'est le système automatique là, tu vois, qui te ralentit un peu. Donc nous, comment on peut utiliser ça de manière positive? Parce que c'est toujours ça, hein, lire un bouquin c'est bien, mais après avoir des applications pratiques derrière c'est cool, par rapport aux quelques citations que je t'ai données là. Si tu te mets à penser comme un sportif, ou si tu te mets pas à penser comme un sportif, mais si tu te mets à regarder que des trucs qui te font penser à une vie saine, à de l'énergie, tu vois, tu regardes une image de Superman, puis après tu regardes, je sais pas moi, un stade d'athlétisme, puis après tu regardes une barre de muscu, puis après tu regardes que des trucs en fait qui te mettent dans une dynamique, qui te font penser au sport. Tu mets la nature, un parcours de santé, une nana qui est en train de courir au petit matin, ou un mec qui est en train de pousser, je sais pas, une super charge au développé couché. Juste le fait de regarder ce genre d'image, ou même de la nourriture saine et tout, va te mettre dans un certain état. Un certain état mental, mais aussi un certain état comportemental, on va dire. Et ça sera le système 1 qui va appliquer ça. Donc je trouve que c'est intéressant, ce bouquin est super intéressant. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je discute avec vous. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir parce que j'adore parler de toutes ces choses-là. Et je pense qu'il y avait quand même pas mal de matière là. Alors moi, je suis pas un scientifique, hein, je tiens à le préciser pour ceux qui me découvrent. Je suis qu'un pratiquant de fitness, extrêmement curieux. Je suis un chercheur, mais pas un chercheur... qui publiera un jour des études scientifiques dans PubMed ou je sais ou dans n'importe quelle université machin chose. Moi je suis un chercheur tout court, c'est-à-dire que je cherche des choses dans ma vie et j'aime beaucoup trouver des réponses qui m'apportent malheureusement ou heureusement 10 fois plus de questions qu'avant que je trouve ma réponse, et c'est ça que j'apprécie dans mon boulot. Et je mets à disposition de ceux qui sont intéressés ce genre de contenu, c'est-à-dire que je cherche, je vous donne, et puis après, chacun fait sa soupe en fait avec ça, hein. Chacun pourra trouver des réponses par rapport à son mode de vie. Et c'est pour ça que les podcasts me servent à purger un petit peu toutes les idées que j'ai dans la tête, de manière grossière, on va dire, et que, comme je te disais tout à l'heure, mes formations là sur le système nerveux, là c'est un travail beaucoup plus poussé. Beaucoup plus poussé, pas dans le sens où c'est un travail plus pointu en termes de complexité de compréhension par les auditeurs ou quoi. C'est tout simplement que c'est plus... J'ai essayé de ramener au maximum avec des mots simples, des analogies faciles à comprendre, des choses relativement complexes pour une personne qui débarque un peu dans ce monde-là de la muscu, du fitness et tout ça, et qui veut comprendre en gros pourquoi elle tremble sous la barre, même si c'est léger. Et ben moi, c'est des réponses comme ça que j'ai envie de leur donner, avec justement cette approche un peu barbare que j'ai l'approche qui est un peu barbare de la science, qui est pas toujours facile à comprendre, surtout que c'est en anglais, et la mixer un petit peu au vécu que j'ai pu avoir, et puis aux problématiques que rencontrent bon nombre de sportifs, etc. Donc je te mets le lien pour que tu puisses retrouver mon travail dans la description de ce podcast. Si tu m'écoutes sur iTunes, tu peux laisser un avis. Un avis qui dirait « Théo, c'est pas bien ce que tu fais » ou « c'est bien ce que tu fais » ou « tu devrais parler plus de ça » ou « plus de ça ». Enfin, le but, c'est d'avoir quelque chose qui m'aide à avancer, ou même juste un remerciement, ça c'est encore très bien. Et c'est toujours très bien de toute façon. Et si tu m'écoutes sur YouTube, eh ben, tu peux le partager, mais pas le partager genre à tout le monde, ça sert à rien. Partage-le juste avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de choses. Parce que si tu partages sur une page, je sais pas comment l'expliquer, une page qui parle de méthodes de développement de la masse musculaire avec, je sais pas, de l'électro, machin chose, les mecs ils vont pas comprendre tout de suite, tu vois, ce que je suis en train de te raconter, parce que c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a un tel fossé entre ce que je raconte et la muscu, qu'il faut quand même être un petit peu posé dans sa tête pour comprendre ce que je suis en train de te raconter là. Et puis il y en a peut-être beaucoup qui se seront dit « Attends, c'est un podcast muscu, le mec il parle pas de muscu, je comprends pas. » Enfin bon, bref, je m'arrête là, on est samedi quand j'enregistre, j'ai du temps, mais je m'arrête quand même parce que j'ai dû en perdre au moins les 3/4.
surtout à partir du moment où j'ai démarré ma fin d'outro. Je vous dis à plus pour un prochain épisode. Salut!